Bonjour, donc je m'appelle Sophie Guyard, donc je suis titulaire d'un Master 2 patrimoine et multimédia et j'ai été recrutée au musée des Cordeliers de Saint-Jean-d'Angély en 2012 en tant que responsable du service des publics et j'ai repris la direction du musée depuis le mois de janvier. Donc je suis guide conférencière. Et ce qui est étonnant dans ce musée des Cordeliers, ce sont ses collections qui sont très éclectiques. Et sa singularité, c'est de préserver la mémoire des expéditions Citroën en Afrique et en Asie. Les expéditions Citroën ont été entreprises dans les années 1920 et les années 1930 par l'industriel français André Citroën, qui était en réalité un réel visionnaire. C'était un génie du marketing, de la publicité. Et donc, il a lancé plusieurs expéditions en réalité. La première a été la première traversée du Sahara en Afrique en 1922-1923. Puis a suivi l'expédition Centrafrique qui a été surnommée la Croisière Noire de 1924 à 1925. Et le troisième volet, l'expédition Centre-Asie qu'on a surnommée donc cette fois la Croisière Jaune un petit peu plus tard en 1931-1932. Et donc, il y a eu également la croisière blanche ultérieure. Nous, on ne préserve pas au musée voilà, de la mémoire de ces expéditions-là, puisque nous, si on parle de ces expéditions au musée de Saint-Jean-d'Angély, c'est que nous avons des collections qui sont issues de deux participants, à savoir Louis Audouin du Breuil, qui était le second chef des missions Citroën, et Maurice Penaud, mécanicien en chef. Donc Maurice Penaud était originaire de Sauzet-Brossé dans les Deux-Sèvres, non loin de Saint-Jean-d'Angély. Et quant à Louis Audouin du Breuil, en fait, il était natif de Saint-Jean. Donc ils ont donné leur collection à la ville. Donc on est dans les années 1920, dans un contexte colonial, où l'Afrique est découpée déjà depuis la conférence de Berlin de 1884 entre les grandes puissances européennes. Et il y a cette volonté de pacifier ces possessions françaises et de créer des liaisons automobiles sûres. On est encore à une époque où il y a des territoires isolés et la conquête du Sahara en particulier a été importante et a été, je dirais, assez dantesque puisque toutes les tentatives de traversée du Sahara qui se sont déroulées au 19e siècle et au début du 20e siècle se sont soldées par des échecs cuisants. Il y a eu des tentatives en avion, à pied, des expéditions également à pied, et un projet de chemin de fer qui n'a jamais vu le jour. Donc, on est dans ce contexte après la Première Guerre mondiale, en plus, où l'intérêt pour l'Afrique est relancé. Et c'est aussi la deuxième révolution industrielle. Et là, on est dans une concurrence effrénée, en particulier entre Citroën et Renault, le grand concurrent de Citroën, de savoir qui des deux constructeurs réussira le premier à traverser le désert du Sahara. Donc, la première traversée du Sahara, ce raid transsaharien, c'est la première expédition dont découlent, je dirais, les autres. C'est le premier volet. Déjà, en fait, le plus grand obstacle à cette traversée du Sahara, c'est finalement pas les pillages, les attaques de Touaregs, des Rezous qu'on redoutait. C'est pas non plus le climat, effectivement, puisqu'on sait que le Sahara, il faut s'imaginer, donc c'est un territoire qui est grand comme 15 fois la France, où dans certaines régions, il ne pleut que tous les 3-4 ans. Donc en fait, l'élément clé pour la réussite de cette expédition, ça a été la question du ravitaillement. Et finalement, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cette traversée, elle a nécessité plus de 18 mois de préparation au préalable pour organiser les points de ravitaillement dans le désert qui ont permis la réussite de ce projet.
Donc, en fait, donc des missions ont été réalisées au préalable pour installer des postes de ravitaillement où à chaque fois, donc, on trouvait de l'eau, des pièces mécaniques de rechange, de l'essence et des vivres. Donc, ça a été une condition clé pour la réussite de ce projet. Donc, l'expédition, elle a été lancée de Tougourt. On est au sud d'Alger, on est en Algérie. Et cette traversée a duré 21 jours sur 3205 kilomètres jusqu'à Tombouctou, au Mali actuel. Et donc, ça a été un réel exploit pour l'époque. On connaît les obstacles qui ont été rencontrés là-bas. On pense aux tempêtes de sable. Il y a aussi le problème de la chaleur, le problème de l'orientation aussi, parce que finalement, on avait peu de cartes à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que les explorateurs se sont aussi servis des savoir-faire des Touaregs, cette ethnie nomade qui habite dans la région du Sahel et du Sahara, pour s'orienter grâce aux étoiles. Puis je dois le dire quand même, cette expédition, c'était une réussite grâce à l'autochenille, au modèle d'autochenille, puisque en fait, ce sont 10 hommes et une chienne, la mascotte de l'expédition, qui sont partis pour réaliser cette expédition à bord de 5 véhicules autochenilles. Donc, en fait, ce sont des véhicules conçus spécialement pour la dureté du Sahara, avec des radiateurs latéraux permettant de refroidir le moteur et où absolument tout est pensé, rationalisé, que ce soit les réservoirs d'eau, de vivres, les compartiments, le fait que bien ils bivouaquaient pour dormir, ils devaient déployer une toile de tente à même la voiture, le lit de camp et toutes les malles donc étaient dessinées par Louis Vuitton renfermaient le nécessaire pour être trouvés rapidement. Donc c'est vraiment un bijou de technologie dans ce sens-là, puisque donc tout est rationalisé. Ce sont des véhicules pour deux d'entre elles, dont celle que nous conservons au musée, qui étaient équipées de fusils mitrailleurs, parce qu'ils ne savaient clairement pas l'accueil qu'ils allaient recevoir. J'ai parlé des attaques de Touareg en 1916. Il y a eu des attaques de Touareg. On connaît la région très hostile. Voilà, ils se sont aussi protégés de cela. Et cette autochenille, en fait, ça a été un symbole aussi de cette avancée technologique de la France, un outil aussi de propagande pour montrer la supériorité de la France d'un point de vue technologique. Donc, on voit des images d'Africains qui découvrent cette autochenille, qui n'avaient jamais vu d'automobile et encore moins d'autochenille. Donc voilà, c'est aussi une manière dans ces territoires colonisés d'imposer une certaine vision de la France. Voilà, la traversée du Sahara, l'objectif c'était de réaliser cette traversée le plus vite possible. Donc l'allée a été prévue et André Citroën et sa femme lui-même sont venus au devant des explorateurs pour effectuer le retour et ainsi finalement marquer le coup encore davantage. D'autant que ce raid transsaharien était talonné de peu de celui de la mission Gradis lancée par Renault à bord de modèles de véhicules à 6 roues. Voilà, c'était l'autochenille, le modèle type B2 de Citroën versus le modèle de voiture à 6 roues de Louis Renault. Donc dans cette première course a été remportée par Citroën. Et j'ajouterais que Citroën avait toujours des idées aussi derrière la tête. Il a aussi souhaité développer le tourisme dans le Sahara et a développé des projets colossaux d'implantation d'hôtels de luxe où il prévoyait des croisières sur le fleuve Niger avec donc ces hôtels et des étapes et des excursions touristiques. Donc ça s'est appelé la compagnie Citracite. Donc derrière, il y a eu ce volet également de Citroën de développer le tourisme en Afrique du Nord. Alors, je dirais que cette citracite, elle a avorté finalement, alors que tous les projets étaient lancés.
à cause des menaces qui existaient sur la région du nord de l'Afrique, des menaces, enfin, on va dire, le fait que la région finalement était pas assez sécurisée pour aller au bout de cette entreprise-là. Mais tout avait été pensé, imaginé. Si je vous dis en France, c'est vraiment. Alors la France, à cette époque-là, était la pionnière dans l'industrie européenne, dans l'industrie automobile européenne. Et les deux grands constructeurs, c'était vraiment Renault et Citroën, ces voyages-là. Mais Citroën, en fait, on va le voir avec l'expédition Croisière Noire, ça s'inscrit aussi dans la lignée des grandes expéditions du 19e siècle. Parce que si la première traversée du Sahara était en fait un raid, l'idée c'était de le faire et de l'effectuer le plus rapidement possible. La croisière noire, la croisière jaune, là, va prendre un aspect différent, puisqu'elle va vraiment revendiquer le titre de mission scientifique, culturelle et humanitaire. Donc là, vous n'aurez plus seulement des mécaniciens qui vont participer à ce voyage-là, mais aussi un médecin taxidermiste, un géologue, un artiste peintre qui vont participer également. Alors, il y a un autre aspect qui était déjà présent dans la traversée du Sahara, puisque j'ai dit que André Citroën était un génie de la publicité et du marketing, c'est il avait bien pensé que était membre de ces expéditions à chaque fois un chef opérateur cinéma et un cinéaste, puisque l'idée, ça a été de rapporter de nombreuses photographies des films. Donc, il y a un film qui existe sur la traversée du Sahara, sur la croisière noire et sur la croisière jaune. Hein. À chaque fois, c'était bien pensé comme tel. Et nous-mêmes, au musée de Saint-Jean d'Angély, nous préservons une importante collection de photographies aussi de ces expéditions. Ça participait aussi à ces voyages-là. Hein. On est dans les années 20 où en plus on a un intérêt pour ce qu'on appelait l'art nègre. C'est aussi en lien avec tout le mouvement des surréalistes, Picasso, Braque. Donc, on a rapporté, les explorateurs ont rapporté de nombreux objets ethnographiques pour leur collection personnelle, mais aussi pour nourrir le musée, pour alimenter le musée Citroën. Et je m'avance un petit peu parce qu'on n'est pas encore dans la croisière noire, mais une grande exposition sera inaugurée au Palais de Marsan. Donc, on est au Louvre, en fait, c'est le musée des arts décoratifs aujourd'hui sur ces expéditions. Donc, il y avait aussi ce volet et cet intérêt-là de traverser l'Afrique pour en rapporter, et l'Asie plus tard, mais pour en rapporter un maximum d'informations parce qu'on a conscience qu'on traverse des territoires qui jusque-là n'ont pas été encore explorés. Et donc, on va aussi s'attacher à rencontrer les populations locales pour les filmer aussi et pour en rapporter aussi des artefacts voilà, de toute l'Afrique. Donc nous, par exemple, à Saint-Jean-d'Angély, on conserve aussi bien, alors plutôt sont assez présents dans les collections des objets de l'ethnie Touareg, l'ethnie Peul, mais aussi on parlera sans doute des Mangbetu jusqu'à l'île de Madagascar, puisque c'est l'arrivée de cette expédition en Centrafrique. Donc, fort du succès rencontré par la première traversée du Sahara en automobile, qui a été relayée dans la presse, il faut imaginer aussi l'engouement à l'époque qui a été reçu, puisque ces expéditions sont très médiatisées à chaque fois. Cette autochenille aussi, on y voit là aussi plein de potentialités pour l'agriculture, le tourisme. Enfin voilà, c'est aussi une manière de montrer la supériorité des véhicules Citroën et de cette autochenille. Et donc, sur cette lancée-là, Citroën ne s'est pas arrêté là et a déjà imaginé un deuxième voyage qui va intervenir finalement assez rapidement après, hein, puisque la traversée du Sahara, on est sur 20 jours entre décembre 1922 et janvier 1923. Donc, on a juste commémoré le centenaire cette année finalement.
Et finalement, cette croisière noire, elle va repartir en 1924 jusqu'en 1925. Donc, c'est une expédition bien plus longue de 28 000 kilomètres qui va s'effectuer en 235 jours. Voilà. Alors, au départ, l'objectif, c'était pas de rallier Madagascar, mais c'était d'arriver à Djibouti. Et cette expédition Centrafrique, donc la croisière noire, en fait, donc je l'ai dit, elle a vraiment revendiqué le titre de mission scientifique, culturelle et humanitaire, et elle avait l'appui de plusieurs ministères et de sociétés savantes comme la Société de géographie et du Muséum d'histoire naturelle. Et c'est le président de la République de l'époque lui-même, Gaston Doumergue, qui a décidé que cette expédition aura pour terme Madagascar, qui était également une colonie française. Et finalement, c'était l'idée de pouvoir rallier l'Afrique occidentale française jusqu'à la deuxième possession de Madagascar et de voir donc cette île, comme il disait, cette belle île rouge si isolée, être ralliée avec le bloc de l'AOF. Donc c'est comme ça que s'est construit le trajet. Et comme la première traversée du Sahara, il y a eu une aventure avant l'aventure, il y a eu des missions de ravitaillement qui ont été organisées donc pour pouvoir permettre le ravitaillement sur toutes ces zones-là. Donc, à contrario de la première, il y a eu aussi l'autorisation accordée par le gouvernement belge pour la traversée du Congo belge, où là aussi, il y a eu un point de difficulté dans ce voyage, c'est que dans la forêt équatoriale, il n'y avait pas du tout de chemin, pas du tout de route, donc il a fallu recruter des milliers d'indigènes pour tracer à la machette une voie pour permettre la traversée et l'avancée de ces autochenilles. Donc les autochenilles, justement, si elles étaient 5 pour la première traversée du Sahara, là, elles ont été au nombre de 8. Et donc, je vous l'ai dit, parmi les membres de l'équipage, les membres de l'expédition, qui ont été conduits par Georges Mariart, le chef, il y a eu donc un médecin, donc taxidermiste, parce qu'il y a eu des temps de chasse. Et donc l'idée, ça a été de rapporter des spécimens animaliers, notamment pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y a eu, et puis alors, Monsieur Bergonier a aussi eu une grande utilité parce il a étudié sur place les maladies, notamment dues à la mouche tsetse. Donc, il y a aussi un côté étude sur le terrain. Donc, pardon, le minéraliste, géologue, Monsieur Charles Brul, qui a aussi participé. Et donc, l'opérateur cinéma, le réalisateur Léon Poirier, à qui d'ailleurs on doit finalement l'appellation de Croisière Noire, et Alexandre Yakovlev, dont l'artiste, dont on a la chance au musée d'avoir des œuvres et qui a rapporté des centaines et des centaines de carnets de croquis, de dessins. Donc ça aussi, c'est un aspect qui a été très important de ce voyage. Alors oui, pour la petite anecdote, pourquoi croisière noire? Donc ça viendrait effectivement de Léon Poirier, qui au cours d'une soirée, enfin toute une journée, a vu les autochenilles qui se suivaient dans le désert et avec l'effet de la chaleur, il lui a paru tel un peu un mirage qu'il ressemblait à des bateaux croisières. Et donc, c'est comme ça qu'il aurait eu l'idée du titre du film, qui est resté dans les esprits, le titre de Croisière noire. Donc, finalement, ils sont partis de Colombe-Béchar, donc en Algérie. Ils ont traversé le désert du Sahara par un autre chemin que celui emprunté plus tôt au cours de la traversée du Sahara. Donc les grandes étapes, Colombe-Béchar, ils sont passés par Niamey. Donc là, on est au Niger, Ngigmi, Fort-Lamy. Ils sont passés ensuite par Lubangui-Chari et
À chaque fois, il y a eu aussi plusieurs semaines passées à la chasse, parce que c'était aussi un aspect de l'expédition, ça a été de prélever sur place des spécimens. Et ils se sont arrêtés tous au lac Victoria, où là, la mission s'est scindée en 4 groupes distincts. Le but a été d'explorer les différentes contrées et les exploitations aussi minières, puisqu'il y a une partie de l'expédition qui a été jusqu'en Afrique du Sud. Et donc, par 4 chemins différents, ils ont ensuite rallié donc, par bateau l'île de Madagascar jusqu'à Tananarive. Voilà, donc l'expédition conjointe jusqu'au lac Victoria, puis une séparation des 4 groupes jusqu'à Madagascar. Ils ont traversé vraiment des territoires inexplorés. Euh, donc il y a des ethnies qui les ont beaucoup marquées. Par exemple, les femmes à plateau qu'on voit très bien dans le film, les femmes Sarah Dingé, qui ont des plateaux qui pouvaient aller jusqu'à 25 cm de diamètre dans la bouche. Donc voilà, ils ont rencontré vraiment des territoires assez inexplorés. Il y a une ethnie en particulier qui les a beaucoup marqués, ce sont les Mangbetu, qui pratiquaient l'allongement du crâne. Alors là, c'est l'imagerie coloniale par excellence, ces femmes Mangbetu, donc, qui ont la tête allongée, parce que donc ces Mangbetu, pour eux, c'est un symbole de beauté et d'intelligence. Alors, comment procédait-il? En fait, c'est que les bébés à la naissance, quand on est, les os du crâne ne sont pas du tout solidifiés. Donc, ils enroulaient une bandelette comme ceci autour du crâne pour donner la forme oblongue. Et cette tête était surmontée d'une corbeille qui tenait avec des crins de girafe, crâne de girafe et des épingles en os de singe. Et donc, ce portrait des femmes Mangbetu, on l'a beaucoup retrouvé dans l'imagerie coloniale, sur des affiches, par exemple, de l'exposition universelle de Paris de 1931, mais aussi donc, sur tout un tas d'objets dérivés, les bouchons de radiateurs, de voitures. Voilà. Donc, ça aussi, cette croisière noire, elle était aussi teinte de toutes ces images et tout cet exotisme-là de cette époque que reflétaient bien les Mangbetu qui, d'après, on le sait, voilà, les récits de voyage rapportés par Audouin Dubreuil, Hart, avaient vraiment développé pour les explorateurs un art Mangbetu. Leurs cases, notamment, étaient extrêmement décorées avec des motifs très soignés. Toute une hiérarchie aussi dans cette société-là. Voilà, donc il y avait finalement un regard sur ces peuples rencontrés, plein de curiosité, mais aussi plein d'humanité. C'est vrai qu'on est dans un contexte colonial, hein, celui des années 20. L'autochtonie voilà, est aussi un symbole de la supériorité d'une certaine idée de la France. Mais de par les récits de voyage que nous avons des explorateurs, on peut dire que c'était des amoureux de l'Afrique. D'ailleurs, Louis-Audouin Dubreuil, notre Angérien, s'il est né à Saint-Jean-d'Angély, il est inhumé en Afrique, en Tunisie, là où il a fini ses jours, avec pour le symbole une Bible, un Coran et du sable du désert. Donc, c'est vraiment des amoureux de l'Afrique et ils avaient vraiment un regard porté. Voilà, on le voit dans les dessins aussi d'Alexandre Yakovlev. C'est pas l'étrangeté qui l'a emporté sur ces dessins-là. Ça a été vraiment le but, c'était de montrer le plus fidèlement possible et voilà, d'avoir une vision la plus fidèle possible de ces sociétés-là, même si on est au tout début de l'ethnographie, hein, et que il y a aussi un point de vue esthétique qui devait prévaloir, puisque voilà, les explorateurs ont rapporté beaucoup d'objets, je l'ai dit, dont certains ont été issus de commandes. Mais néanmoins, voilà, il y avait ce respect qui existait. Et on dit que l'art est universel. Et il est vrai alors que la langue, évidemment, parlée n'était pas la même. Alors, il y avait des traducteurs. Mais finalement, les tableaux, les portraits
que faisait Alexandre Yakovlev de chef africain. On sait que ça a permis de rentrer finalement en communication et d'apporter une certaine, voilà, un certain regard, un certain échange, une porte d'entrée qui a permis aussi voilà, à ces hommes d'échanger, de dialoguer. Donc voilà, il y a eu aussi ce rôle-là porté par cette dimension artistique de cette expédition. Alors, André Citroën ne s'est pas arrêté là, puisque fort du succès rencontré par la Croisière Noire, avec la sortie du film où tout Paris était présent, avec l'exposition donnée au Louvre, euh, André Citroën avait déjà l'idée de retracer la mythique route de la soie. Donc après l'Afrique, le défi va être lancé de cette fois traverser l'Asie. Mais cette expédition-là a été dantesque et rien ne s'est passé réellement comme prévu. 3 mois avant le départ qui devait être fixé, donc on est en 1931, donc après la crise économique aussi de 1929, les autorités soviétiques ont refusé le passage par l'URSS, qui a nécessité de revoir le tracé plus au sud. Et plus au sud, vous avez l'Himalaya. Donc, l'expédition a été revue et elle s'est organisée en 2 groupes d'explorateurs. Un groupe est parti de Chine avec des automobiles plus lourdes, capables de transporter tout le matériel cinéma. Et un prototype un peu à la va-vite a été lancé d'autochenilles plus légères, un modèle plus léger. Et donc, les membres du groupe Pamir, eux, sont partis de Beyrouth avec donc des autochenilles plus légères dans le but de pouvoir gravir la chaîne de l'Himalaya. Et les 2 groupes, en fait, se sont rejoints pour repartir ensuite en Chine et en Indochine. Donc, je l'ai dit, voilà, le tracé a été revu. Et bien, en fait, finalement, pour les 2 groupes, rien n'a été facile parce que si en Afrique, diplomatiquement, il n'y a eu aucun souci, là, tout a été très compliqué. En Chine, il y avait une guerre civile entre les musulmans et les Chinois et beaucoup de méfiance autour de cette expédition-là. Donc, ils étaient à chaque fois accompagnés euh, en Chine et on peut le dire vu d'un assez mauvais œil. Et pendant ce temps-là, l'autre groupe, eh bien, au moment de franchir ces cols, alors il y a eu à Gilgit un col franchi à plus de 4000 mètres d'altitude, mais il faut imaginer qu'il n'y avait pas de chemin. Ils empruntaient des voies pour les mulets. Et ces voitures autochenilles étaient entièrement démontables, enfin remontables et démontables. Et donc, à chaque fois, chaque traversée de torrent, il a fallu démonter, remonter les véhicules. Mais à un moment donné, ils ont dû se résigner, ils ont abandonné les véhicules et ils ont fini à dos de mulets. Et ils communiquaient ces 2 groupes par TSF. Et le groupe Amir n'avait aucune nouvelle du groupe Chine à ce moment-là. Parce que pendant ce temps, il y a eu une prise d'otage d'un général chinois. C'est vraiment une expédition incroyable, dit des grands films hollywoodiens. Mais cette prise d'otage, en fait, elle a fait prendre du retard à cette expédition. Et ils se sont finalement, la jonction s'est faite à Urumqi, mais avec plusieurs mois de retard. Et ensuite, ils sont repartis en octobre en Mongolie, où là, ils ont dû traverser le désert de Gobi avec des températures qui ont été jusqu'à moins 32 degrés. Moins 32 degrés, donc on imagine, bah voilà, il y a une scène dans le film qu'on voit très bien où il y a une autochenille qui est fait prisonnière dans la glace. Les moteurs tournent nuit et jour. Voilà, la fatigue. Donc, des conditions très très rudes qui ont fait que bah, cette expédition, elle a été assez tragique puisque le chef de l'expédition, Georges-Marie Hart, a contracté une pneumonie et est décédé à Hong Kong, donc quelques semaines après. Donc ces explorateurs sont repartis, mais le voyage en Indochine a ensuite été écourté. Donc cette croisière jaune, elle est vraiment mythique. Elle a été aussi médiatisée également. Le film aussi est assez important parce que c'est un des premiers films qui a été sonorisé à l'époque.
Donc, on a des extraits aussi de musique. Voilà, il y a plein de choses aussi dans ce film-là qui vient de qui vient de sortir en DVD d'ailleurs. Il y avait un problème de droit aussi d'image jusqu'alors. Et là, donc le film est disponible. L'expédition Centre-Asie a vraiment connu un grand retentissement médiatique euh, dans la presse, par aussi la sortie du film. Et puis derrière, dans l'imagerie coloniale, des années plus tard, il y a un feuilleton télévisé qui est sorti qui s'appelait La cloche tibétaine, dont Coluche a participé, a incarné un des mécaniciens, c'est Tillon. Donc elle est restée, je dirais, davantage dans la mémoire des gens. Voilà, cette croisière jaune a eu plus encore de retentissement de par aussi son aspect dramatique aussi, parce que même si Citroën, le montage aussi montre une réussite dans cette traversée, mais finalement le défi n'a pas été pleinement atteint, puisque d'une part, les véhicules dans leur totalité n'ont pas fait le trajet, et d'autre part parce que le chef de l'expédition, si respecté et aimé, Georges Mariart, n'a pas survécu. Donc ça a été un assez coup dur pour les explorateurs parce que ce sont des générations d'hommes. Alors pour beaucoup, ils ont participé aux 3 expéditions que j'ai énumérées. Mais il y a vraiment aussi cette approche humaine et ils avaient, voilà, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Et donc c'est vrai que ça a été dur pour toute l'équipe et puis pour André Citroën en premier lieu voilà, de voir la perte de ce chef charismatique qu'incarnait Georges Mariard. J'ajouterais donc la croisière jaune s'est terminée en 1932 et qu'elle a coûté beaucoup d'argent. Et qu'André Citroën, si c'était un génie du marketing, de la publicité, un visionnaire et quelqu'un de très avant-gardiste sur beaucoup de choses, on pourrait faire un entretien complet sur lui. Et bien finalement, ça va aussi marquer encore un peu plus les difficultés financières de l'entreprise Citroën, qui en a connu depuis le début, parce que il est vrai que c'était aussi dans sa vision, André Citroën. Il disait si une idée est bonne, qu'importe le prix. Donc il a beaucoup misé, il a beaucoup parié sur ces avancées-là. Mais il est vrai que les créanciers de Citroën, petit à petit, ne vont plus le suivre. Et André Citroën va voir la faillite de son entreprise, qui va être reprise ensuite par l'entreprise Michelin. Voilà, donc c'est vraiment une fin un petit peu compliquée voilà, pour ces voyages-là, qui certes ont été un succès sur beaucoup de plans et qui ont permis d'affirmer la marque Citroën comme un des fleurons de l'industrie française et qui a aussi apporté à la vision colonialiste de la France beaucoup de choses. Mais voilà, sur d'un point de vue pour l'entreprise, en tout cas, ça a aussi sonné d'une certaine manière le glas de la marque qui a été ensuite reprise. Et on dit, des fois, on lit dans des ouvrages, quand Citroën va faire faillite, donc en 1934, la traction avant est déjà dans les tuyaux. Et finalement, il s'avère que cette faillite, à peu de choses près, elle aurait pu être sans doute évitée, puisque le modèle ensuite de la traction avant a connu un tel engouement à l'époque et a représenté une telle avancée que voilà, peut-être que l'histoire aurait pu se jouer autrement, mais ça n'a pas été le cas. Elles ont été très médiatisées hein, au départ, c'était le but, hein. Ça faisait partie de cette stratégie de communication. Par exemple, dans la presse, dans les journaux étaient distribuées des cartes avec des petites épingles pour qu'en temps réel, le public puisse puisse suivre le tracé de ces expéditions-là. Donc, donc on sait que
il y a eu des retombées nombreux dans les journaux. Il y a eu aussi donc ce que j'ai déjà relaté, les expositions au Louvre, les films qui ont été diffusés. Et le soir de la sortie du film de la Croisière Noire, le tout Paris était dans la salle, voilà, le président en tête, etc. Et nous, on en préserve aussi au musée. À la suite des expéditions, il y a eu aussi une politique de création de produits dérivés. Donc nous avons par exemple au musée des dioramas qui étaient des jouets pour enfants parce que Citroën voulait que les premiers mots des enfants soient papa, maman et Citroën. Donc on a des boîtes de dioramas qui sont faits avec des figurines en plomb où tout peut absolument bouger dans le décor. Et finalement, voilà, il y a eu toute une succession de communication à travers ces produits dérivés par la suite. Et je l'ai dit aussi, mais l'auto-chenille, il y avait il y a eu beaucoup d'attentes aussi, puisque Citroën a misé aussi sur ces véhicules, et on y voyait aussi plein d'utilités différentes dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tourisme. Donc, ça devait permettre de désenclaver les régions les plus isolées. Donc, ça a aussi représenté je dirais, un espoir à travers ces véhicules. Les objets qui ont été rapportés au cours de ces expéditions, on peut en retrouver dans des collections publiques, par exemple au musée du Quai Branly aujourd'hui, au Muséum d'histoire naturelle, également chez nous. Donc ça a participé aussi à une époque du tout début de l'ethnographie je dirais, voilà, à récolter, à collecter des objets, des artefacts de cette époque-là. Donc, c'est un point de vue. Les films en tant que tels sont des documents très précieux parce qu'effectivement, il y a assez peu de documents de cette époque. Pour La Croisière jaune, effectivement, c'est un des premiers films qui est sonorisé. Donc, ça reste voilà, des documents qui sont utiles pour voilà, qui peuvent servir de référence pour cette époque. Vous disiez de l'influence, c'est ça, par rapport à la recherche. Après, avec la dislocation de Citroën, voilà, les chenilles, en fait, n'ont pas été poursuivies. L'avancée, en fait, de ces auto-chenilles, c'est ce propulseur à chenilles souples. Parce que finalement, les chenilles, bah, elles étaient déjà apparues avec les premiers chars d'assaut en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Mais là, l'avancée technologique, ça a été d'adapter la HP type B2 de Citroën et de lui adjoindre un propulseur à chenilles souples, puisqu'André Citroën avait acheté ce brevet à un ingénieur français qui a travaillé pour le tsar de Russie, Adolphe Kegret, et donc qui, pour le tsar, en fait, avait construit des limousines capables de rouler dans la neige. Voilà. Donc, on voit des images. Et donc, cette auto-chenille, son avancée, c'est ça. Mais on s'est aperçu au long cours que bah, ces chenilles, elles s'usaient assez rapidement. Et finalement, elles n'ont pas été... voilà, le département chenilles Citroën a existé. Donc, plusieurs auto-chenilles ont été produites. D'ailleurs, c'est comme ça qu'un riche homme d'affaires est parti effectuer la croisière blanche plus tard, avec des chenilles, des auto-chenilles Citroën. Mais du coup, il n'y a pas eu derrière l'expansion souhaitée. L'objet phare, je dirais, au musée des Cordeliers, c'est que nous préservons une authentique auto-chenille qui a effectué la première traversée du Sahara. Donc, c'est l'une des deux seules auto-chenilles qui existent encore aujourd'hui. Donc, nous préservons le croissant d'argent, qui en plus, ce qui la différencie de sa grande sœur, qui est toujours préservée par le Conservatoire Citroën aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas été remise à neuf
et pas repeinte, donc elle est vraiment dans son jus. Donc ça, voilà, cette autochonie est une des choses qu'on peut voir au musée. Nous avons aussi des œuvres de l'artiste Alexandre Yakovlev, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands pastellistes du XXe siècle. Donc quelques croquis originaux et des lithographies qui ont été effectuées pendant le voyage. Et donc nous avons dans une grande salle aussi une frise chronologique avec en pendant des objets rapportés par les explorateurs, mais qui illustrent aussi voilà, plusieurs ethnies rencontrées. Le musée, cette année, fête ses 20 ans. Donc, le parcours du musée va être renouvelé assez prochainement, on est en train de réécrire le parcours pour y intégrer aujourd'hui des dispositifs numériques notamment et des choses qui permettent de contextualiser les objets et voilà, de repenser la scénographie. Donc, actuellement, on a très peu de choses sur l'expédition Centre-Asie d'exposer. Dans le prochain parcours, on aura tout un pan d'un étage. Donc, on va aussi relater cette expédition. Voilà, là actuellement, le propos du musée, c'est vraiment de raconter l'histoire des deux épopées africaines.